Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler notamment de la blessure du rejet, de la peur du rejet. C'est pour ça que j'ai intitulé cet épisode de podcast « Avoir le courage de ne pas être aimé » parce que j'avais envie de vous parler à la fois de cette blessure du rejet, mais aussi de tout l'impact que cette blessure du rejet va avoir dans nos relations, dans nos interactions sociales de manière générale. Qu'est-ce qui m'a inspiré cet épisode de podcast ? Roulement de tambour, mes clients qui sont ma plus grande inspiration, puisque j'ai observé quelque chose, et notamment cette dernière année, peut-être parce que, mon œil d'experte en dépendance affective est de plus en plus affûté, j'ai remarqué que il y avait vraiment une énorme difficulté à vivre le rejet. Dans le sens où je vois bien que les personnes que j'accompagne, quand elles sont en train de discuter avec une personne sur une application de rencontre, elles ne l'ont jamais vue. Si la personne arrête de leur répondre, ça les impacte. S'il y a eu 1 ou 2 dates et que la personne décide de ne plus donner suite, ça a un impact. Alors qu'on parle de personnes qu'on ne connaît pas vraiment, on n'a même pas eu le temps de les aimer. Et c'est d'ailleurs pas ça le problème. Le problème, c'est le sentiment de rejet qu'on va ressentir dans nos tripes et qui finalement va venir nous impacter émotionnellement. Et très souvent, venir valider des croyances négatives qu'on a sur soi-même. Le truc important avec la blessure du rejet, au même titre que la blessure d'abandon, c'est que ce sont des blessures qui vont être profondément liées à l'être, ce qui fait qu'on est tout le temps en train de remettre en question qui on est, notre propre valeur. C'est-à-dire que si, comme je viens de vous le dire, il y a un événement comme celui-là qui se passe, une personne qui décide de ne pas nous revoir, même une séparation, on le vit intrinsèquement comme un signal qu'on n'est pas assez bien, belle, intelligente ou intelligent, beau, qu'on n'est pas assez en fait, et que le problème, à 100%, vient de nous. Donc on remet en cause notre valeur. Et s'il y a bien un combat que je mène dans mon métier depuis 4 ans, c'est bien celui-là. Parce que oui, on est parfait tel qu'on est. Et je reviens sur cette phrase que je viens de dire, je fais une petite parenthèse parce qu'on m'a déjà dit « Oui mais Auréa, si on est parfait tel qu'on est, alors on ne se remet jamais en question. » Il y a un gap entre ça et le fait de remettre en cause sa valeur. C'est-à-dire qu'on peut être absolument on peut absolument reconnaître ses défauts. Moi j'en ai, je les connais très très bien les miens, et j'essaye d'y travailler. Mais quand je peux vivre, on va dire, une situation de rejet, je vais pas remettre en cause toute ma valeur en me disant que je suis pas assez bien, pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez drôle, pas assez gentille, sous prétexte qu'une personne dans ce monde a décidé à ce moment-là de me rejeter, et je mets des gros guillemets là-dessus. Donc le but de cet épisode de podcast, c'est que vous compreniez mieux l'impact de cette blessure du rejet, tout l'impact que ça peut avoir dans vos relations, mais aussi comment pallier à cette peur-là, parce que quand vous allez comprendre l'impact que ça a dans vos relations, vous allez aussi comprendre à quel point ça peut être handicapant pour être pleinement épanoui. Parce que parfois, dans la peur du rejet, on ne vit pas réellement, parce qu'on préfère se faire tout petit pour que personne ne nous voie. Parce qu'on va aussi parler de la peur du regard des autres, et finalement, comment la peur du rejet peut influencer nos choix et nos actions, très souvent de manière inconsciente. Il y a aussi toute une partie qui va être liée à l'estime de soi, puisque en fait, si je fais un gros raccourci, le fait d'avoir vécu une expérience de rejet, qui est parfois l'expérience traumatisante qui a créé cette blessure et donc tout l'impact et toutes les croyances qui sont liées à celle-ci, on va... En fait, il faut comprendre ensuite comment cette confiance en vous-même, comment l'estime de soi va finalement pallier à cette blessure. Et comment vous allez regagner en liberté, d'esprit émotionnel,
et vous sentir bien mieux une fois que vous aurez compris comment on pallie à cette blessure du rejet, comment ne plus avoir peur d'être rejeté. Et finalement, comprendre, pardon pour ce petit moment de latence, comprendre que la blessure du rejet, elle va aussi avoir un impact sur vos décisions, elle va avoir un impact sur votre manière de vous comporter avec les autres, donc dans toutes vos interactions sociales. Elle va avoir un impact sur l'interprétation que vous allez faire du comportement des gens. Elle va avoir un impact sur votre manière de vous auto-saboter, de votre sensibilité aux critiques et au regard des autres. Elle va avoir un impact sur parfois votre procrastination et sur une communication qui va être biaisée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, cette blessure du rejet, elle vient, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une expérience vécue, généralement entre 0 et 7 ans. Ça peut être un événement dont vous vous souvenez, mais ça peut tout à fait être un événement dont vous ne vous souvenez absolument pas, puisque parfois, on a ce qu'on appelle des micro-traumas qui, mis bout à bout, vont créer finalement une blessure très importante du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, bref, toutes les blessures qu'on connaît. La blessure du rejet, elle va être liée à la valeur qu'on va se donner, puisqu'on va très vite considérer que si on est rejeté, c'est parce qu'on n'est pas assez bien. Le cerveau, il est extrêmement puissant, mais par contre, j'allais dire, il croit ce qu'on lui dit. C'est-à-dire, si tu me rejettes, c'est qu'il y a une bonne raison que tu me rejettes. Donc, c'est que je suis pas assez bien pour que tu me rejettes, pour que tu ne m'aimes pas. Cette peur du rejet, elle a un véritable impact dans votre vie de tous les jours, puisqu'elle va se manifester dans vos comportements quotidiens. Notamment dans ce qu'on appelle un attachement qui peut être évitant, ou au contraire un attachement anxieux. Il faudrait vraiment que je me penche sur le fait de faire un épisode de podcast sur les types d'attachement. L'attachement évitant, il va permettre à la personne qui a la blessure du rejet de ne pas trop s'engager, de ne pas trop ressentir d'émotions. Une personne qui a une blessure du rejet, il y a 2 chemins possibles comme la blessure d'abandon. C'est soit je développe un style d'attachement évitant, comme ça me permet de me couper complètement de mes émotions, de ne pas être trop engagée émotionnellement et donc d'éviter tout rejet, de garder toujours le contrôle sur qui va m'aimer, qui ne va pas m'aimer, qui je laisse entrer dans ma vie. Ou alors, on va développer un style d'attachement anxieux. Et dans ce cas-là, je fais le lien de très près avec la dépendance affective, qui vient souvent de la blessure d'abandon. Mais voilà, ça peut être un peu lié au fait qu'on va tout le temps être angoissé à l'idée d'être rejeté. Et donc, on va développer des mécanismes pour retenir l'autre sans cesse. La peur du rejet, elle peut vous amener à éviter des situations où vous allez risquer de faire face à un refus ou à une désapprobation, dans le sens où vous allez éviter à tout prix qu'on vous dise non. C'est-à-dire que ce sont souvent des personnes qui vont pas essayer de faire des choses par peur que ça ne fonctionne pas, ne vont pas demander de l'aide, ne vont pas demander des choses à quelqu'un, ne vont pas parfois même, j'allais dire, postuler à un job parce qu'il y aurait un risque de refus et une désapprobation qui viendrait valider la croyance que c'est normal d'être rejeté puisque je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez drôle, je ne suis pas assez compétente. Bref, toutes les croyances que vous avez vont être exacerbées dans ces moments-là. Donc, ça peut être dans des choix professionnels, mais ça peut être dans des choix personnels. Et dans les relations personnelles, puisque c'est quand même le cœur de mon sujet, on va dire, de mon expertise, ça va amener vers des personnes qui ne sauront pas exprimer leurs sentiments par peur d'être repoussées par les autres. Donc des personnes qui, encore une fois, je reviens à ce style d'attachement évitant,
qui vont éviter d'être confrontés à leurs propres émotions, qui vont aimer très fort, parce que c'est souvent des personnes très sensibles, mais qui ne vont pas l'exprimer par peur du rejet. Et donc, elles vont avoir besoin d'un environnement extrêmement sécurisant, mais parfois c'est pas suffisant, pour pouvoir exprimer leurs émotions. Pour échapper au rejet, beaucoup de personnes vont se conformer aux normes et aux attentes sociales, vont se conformer aux besoins et aux envies des autres, vont se suradapter pour masquer leur vraie personnalité, pour renoncer à leurs propres désirs et convictions, parce que dire ce que je veux, te montrer ma personnalité, c'est prendre le risque que tu n'aimes pas et que tu me rejettes. Donc, si je m'adapte à toi, si je réponds à tous tes besoins et toutes tes attentes, alors j'ai plus de chances que tu m'aimes, puisque je ferai tout ce dont tu as besoin. Le fait est que se conformer aux désirs des autres, ça peut aller très loin. Ça peut, dans des groupes sociaux, faire que tu décides de t'habiller comme les autres, de ne pas donner ton opinion, parce que donner ton opinion, encore une fois, c'est prendre le risque d'être rejeté. Donc, c'est des personnes qui vont beaucoup être dans l'observation, qui vont tout le temps avoir le cerveau qui mouline, pour être toujours dans le truc de « Ok, mais qu'est-ce que cette personne m'a dit ?» Par exemple, si on demande de prendre une décision, on va repenser « Ok, qu'est-ce que cette personne m'a dit ? Qu'est-ce qui pourrait lui plaire le plus ? De quelle manière je pourrais me conformer le plus à ce qu'elle désire ?» Donc, il y a des opinions qui parfois ne seront pas exprimées, mais il y a des comportements qui vont être adoptés pour se conformer aux désirs des autres, aux désirs d'un groupe, mais relationnellement au désir de l'autre. C'est-à-dire, on ne prendra jamais la décision, je ne te dirai jamais ce dont j'ai envie, simplement pour être accepté par l'autre personne. On va alors, être dans une telle hyper-vigilance des émotions de l'autre ou des envies de l'autre, qu'on peut arriver à surinterpréter ce que les gens vont dire de nous. C'est-à-dire qu'on va regarder le regard, le langage verbal, et tout peut être propice à être interprété comme une forme de rejet. C'est souvent des personnes qui aussi vont être hyper mal à l'aise avec le silence, puisque le silence, ça veut dire « je ne suis pas assez intéressante ». Ça veut dire « je n'arrive pas à combler le silence, je n'ai rien à dire, je ne suis pas intéressante ». Donc, si toutes ces choses-là vous parlent, je vous invite vraiment à noter quand ces situations arrivent et comment vous vous sentez exactement. Quelles sont toutes les pensées qui vous passent par la tête, parce que ça va vous permettre d'écrire et de vraiment mettre sur papier tout votre discours intérieur, et parfois vous rendre compte que c'est pas la réalité, c'est une réalité qui est dans votre tête, elle est légitime encore une fois, mais c'est pas la réalité, j'allais dire, absolue. Donc, le besoin de toujours dire oui, de ne pas dire non pour éviter de ne pas satisfaire les autres, éviter de décevoir. Il y a aussi cette notion-là de déception, de si je ne réponds pas à tes attentes, tu vas être déçu et encore une fois, je serai rejeté. Ce qui fait qu'on est dans un mécanisme d'auto-sabotage. Ironiquement, la peur du rejet va conduire, ou peut conduire, allez, on va pas faire une généralité, peut conduire à l'auto-sabotage, où une personne va se mettre elle-même en situation d'échec. Et ça, on s'en rend pas compte. Mais à force de se répéter qu'on est nul et qu'on n'y arrive pas, le cerveau va enregistrer cette information et donc va créer des mécanismes qui vont nous amener jusqu'à l'échec pour venir valider la croyance qu'effectivement, on n'y arrive pas. Il y a une citation d'ailleurs qui dit « Si vous pensez que vous allez y arriver, vous avez raison. Si vous pensez que vous allez échouer, vous avez aussi raison. » Parce que, encore une fois, le cerveau est un outil extrêmement puissant qu'on peut, conditionner à un certain mode de vie, à certaines situations. C'est pour ça qu'il y a des préparateurs mentaux qui, travaillent avec des grands sportifs pour les amener à la réussite. Donc, il va y avoir dans les mécanismes d'auto-sabotage, si je reprends le côté professionnel, le fait de ne pas se préparer correctement à un entretien d'embauche ou à faire une présentation, puisqu'inconsciemment, on préfère s'attribuer l'échec
que de risquer un rejet qui va sembler inévitable. C'est-à-dire qu'on reste dans ce besoin de contrôle de l'échec pour ne pas être déçu. Enfin, c'est quand même un mécanisme, rien que de le dire, qui me demande énormément d'énergie, où en fait, comme dans les relations, et ça je vous l'explique souvent, aller dans une relation où la personne elle est indisponible, que ce soit physiquement, émotionnellement, peu importe, ça permet de gérer la situation, puisque au moins, je sais que c'est voué à l'échec. Alors que si je suis dans une relation où je suis pleinement heureux, heureuse, je sais qu'il y a à la fois le risque que je sois, j'allais dire la chance, on va dire, que je sois heureux ou heureuse, mais il y a toute cette part que je ne contrôle pas de ça peut s'arrêter. Donc autant aller dans un truc voué à l'échec, comme ça, je prends pas de risque et je me fous direct dans la merde et comme ça, j'ai pas de surprise. Donc c'est quand même hyper intéressant ce mécanisme d'auto-sabotage. Alors il se travaille, attention, en faisant tout un travail autour des croyances notamment, sur soi, sur les autres, justement sur le besoin de contrôle. Bref, tout ça, ça vient s'assouplir, ce qui fait qu'on est moins dans un processus d'auto-sabotage et on vient réussir à transformer les croyances qui sont de base limitantes en des croyances qui soient ressourçantes, qui soient positives. Une personne qui va être dans l'auto-sabotage, elle est aussi évidemment hypersensible aux critiques, donc il y a vraiment tout un travail à faire avec le regard des autres. Ceux qui craignent le rejet, ils peuvent interpréter de manière excessive, donc ça je le disais tout à l'heure, la surinterprétation des mots, des retours, des choses qu'elles reçoivent de manière générale, les percevant comme des rejets, plutôt que comme des critiques constructives, ou parfois comme pas des critiques du tout, mais comme juste une information. Et donc ça peut amener à des réactions qui soient défensives ou à un repli sur soi. Alors ça, je l'observe énormément. La réaction défensive, elle vient pas de nulle part. Quand on est sur la défensive avec quelqu'un, c'est qu'on est dans la réaction. Et la réaction porte bien son nom. C'est-à-dire, je reçois quelque chose, ça me trigger, ça vient me toucher une blessure, et donc pour me protéger, je suis sur la défensive et parfois agressive. Parce que le fait d'avoir un comportement plus strict, plus radical, ça nous donne l'impression qu'on contrôle la situation. Donc il y a un truc quand même avec le fait de contrôler les situations. Donc, le travail autour du regard des autres, il va venir aussi, pour en revenir à ce que je disais au début, avec un travail sur l'estime de soi. Parce que ce qui est assez marrant, et ça aussi je l'ai beaucoup observé, c'est que les personnes qui attachent énormément d'importance au regard des autres, elles pensent que c'est pour tout le monde pareil. C'est-à-dire qu'elles pensent que tout le monde se soucie du regard des autres. Et j'ai été comme ça aussi. C'était pas une de mes plus grosses problématiques, mais quand même. Alors que vraiment, il y a des personnes, et moi la première, qui vraiment, n'en ont rien à faire du regard des autres. Mais bon, moi je vous dis ça avec tout le travail en amont, bien évidemment. Mais la question c'est pourquoi je suis aussi sensible aux critiques, pourquoi le regard des autres a autant d'importance pour moi, et pourquoi ça me met dans cet état quand on me fait une critique ou quand on me dit quelque chose. Donc ça, c'était une chose, c'est une chose qu'on peut travailler en coaching, bien évidemment. La peur du rejet, elle peut aussi se manifester par la procrastination. Je vous avais dit qu'on en parlerait un petit peu. Encore une fois, pour moi, je vais pas énormément développer dans le sens où ça va avec l'auto-sabotage. C'est-à-dire que être dans la procrastination, c'est aussi s'auto-saboter d'une certaine manière. En fait, dans les tâches qui vont impliquer un jugement, où je parlais tout à l'heure d'une présentation, ou même dans les relations, en réalité, le fait de ne pas faire quelque chose ou de ne pas envoyer un message, oh non, j'ai oublié d'envoyer un message, et du coup de permettre à l'autre de ne plus parler ou ne pas relancer la conversation et se dire ah bah voilà, en fait, j'ai été rejetée. Alors qu'en fait, on est parfois un peu responsable de ça. Ça peut être un moyen de retarder aussi le rejet potentiel. Donc, prêtez attention à ça. Et la dernière chose que je voulais aborder dans cet épisode de podcast, concernant la blessure du rejet, c'est vraiment la communication qui ne va pas être assertive dans le sens où
on va être dans un mode de communication qui va nous permettre de ne pas s'affirmer ou de ne pas partager son opinion ou éviter le conflit à tout prix par peur en fait que ça mène encore une fois à un rejet. Tous ces comportements-là, ils sont souvent inconscients. Ce sont ce qu'on appelle des stratégies d'évitement qui peuvent, en tout cas qui donnent l'illusion de se protéger de la douleur du rejet, à court terme, bien sûr, alors qu'à long terme, ça va limiter votre épanouissement personnel. Je disais au début, c'est très handicapant. Ça va vous empêcher d'être dans une véritable acceptation de vous-même, alors que si vous reconnaissez toutes ces problématiques-là, attention, je le redis, la prise de conscience n'est pas la guérison, mais déjà de pouvoir faire le premier pas vers la guérison, vers une plus grande authenticité, une meilleure vulnérabilité, c'est-à-dire si j'apprends à m'observer, je sais que ma vie sera moins influencée par la peur du rejet. Je sais que chaque acte que je suis en train de faire, reconnaître cette stratégie d'évitement ou l'auto-sabotage ou le fait que je sois dans une communication qui fait que je ne donne pas mon avis, de pouvoir observer quand je suis dans un groupe, qu'est-ce que je fais en fait quand il y a un débat, est-ce que je suis le genre de personne qui va se faire toute petite et pourquoi je me mets dans cette situation. Par exemple, je sais que moi, ça me demande énormément d'énergie d'être dans un débat. C'est pas le problème de donner mon opinion, parce que par contre, si c'est des combats qui me semblent importants, je vais donner mon opinion. Mais en fait, il y a des trucs sur lesquels j'ai pas d'avis, parce que j'ai pas envie de donner mon énergie à quelque chose qui ne compte pas pour moi. Mais c'est pas un problème de peur de donner mon avis. Donc, c'est important de savoir s'observer, de savoir se reconnaître en fonction des situations, pour que vous puissiez, à terme, travailler vraiment et vivement sur cette peur du rejet. C'est quelque chose que moi je travaille en coaching. Encore une fois, dans mes épisodes de podcast, je ne suis pas là pour me vendre, entre guillemets. C'est vraiment un espace où je vous partage des choses sur certains sujets qui sont importants pour moi et importants voilà, dans ma manière de travailler et de voir les choses. Mais c'est toujours des sujets que je peux travailler en coaching. Et si vous avez envie de travailler sur ces sujets-là aussi, de vous sentir mieux à ces sujets-là, vous êtes évidemment les bienvenus. Vous pouvez me contacter directement sur mon compte Instagram, auria.coaching. Je termine cet épisode de podcast là-dessus. Prenez soin de vous et avec tout mon amour, comme toujours, à la semaine prochaine.